Bonjour, mon nom est Jérémy Lachance et dans le cadre du travail 2 du cours Usage didactique des technologies en STEAM, je vais vous présenter un petit programme que j'ai créé et préparé sur Scratch afin de donner une petite situation d'apprentissage avec mes élèves. J'enseigne en sciences en secondaire 2 avec des élèves en enrichi. En gros, l'objectif de mon jeu, c'est de créer, de former des molécules. Les élèves ont appris quel était le modèle de Dalton pour la représentation des atomes. Et mon idée, c'était de prendre ce modèle-là, qui était un modèle de représentation, et essayer de le traduire à un modèle informatique, mettre ça dans Scratch. Et puis dans le jeu, les élèves prennent des atomes et les glissent dans une certaine zone. Et si tu as la bonne combinaison d'atomes, tu es en train de créer des molécules. Et là, ça fait des liens avec ce qu'ils ont appris, les atomes, les molécules et formes d'atomes. Donc ça, c'est des concepts avec lesquels ils sont à l'aise, mais on va aller les revisiter. Par l'entremise de cette activité-là, je veux qu'ils découvrent un petit peu la pensée algorithmique, qu'ils découvrent le langage, la façon de réfléchir, de résoudre des problèmes, de trouver les erreurs. La première section, je leur présente Scratch. Ensuite, ils se placent en équipe de 3 avec un document par équipe, un ordinateur par équipe. Et là, l'objectif, c'est d'aller comprendre le programme du jeu Atomos. Ils doivent aller comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que le document est terminé, je lance les élèves dans un défi de programmation. Moi, le jeu que j'ai créé est capable de former 5 molécules différentes à partir de 5 atomes différents. Qu'est-ce qui arrive si on rajoute un atome nouveau, comme un atome de carbone? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, à l'étape où est-ce qu'on va voir à l'intérieur, là, on est arrivé en classe, les élèves n'ont pas encore les ordinateurs en main. Je présente au tableau le jeu Atomos. Et là, je leur fais voir à l'intérieur du programme. On découvre le codage selon Scratch, donc avec tout le langage, la syntaxe informatique. Donc, c'est quoi que ça veut dire un sprite, parce qu'ils vont utiliser ce mot-là, les contrôles, les variables dans Scratch, parce que j'utilise aussi des variables, donc ça peut aller assez loin là-dessus pour ceux qui sont plus avancés dans le groupe. C'est sûr que c'est un travail en équipe et l'enseignant circule dans la classe. Lorsque les élèves sont en train d'interagir avec le programme, ils jouent avec le jeu, ils voient comment ça fonctionne, ils vont voir à l'intérieur pour essayer de comprendre comment ça marche les boucles de code que j'ai créées. Ici, sur un niveau d'interaction avec la programmation de niveau, je dirais, L2. Parce qu'on est en train d'observer et d'analyser le programme qui a été créé, mais ils ne sont pas en ce moment en train de tout aller modifier le code, ils sont juste en train de l'observer et d'analyser. La question 2, là, on entre dans les rouages du code. Donc ici, les élèves seraient en train de, décomposer la solution, trouver la séquence d'instructions qui fournit la réponse. Donc, où est la partie du code qui détermine que quand je clique sur Atomos, il parle et il explique les consignes. Ensuite, la question 3, elle semble similaire. La question, c'est qu'est-ce que fait la touche espace dans le code? C'est sûr que quand l'élève joue avec les atomes, il les déplace, et là on pèse espace, tous les atomes reviennent à leur place d'origine. Ok, c'est bon, on comprend ça. Mais où est le code qui fait que quand tu pèses sur espace, tout revient à la normale? Est-ce que c'est dans un sprite spécifique? Parce que la question 2, c'était dans quel sprite se trouve le codage pour les instructions? Eh bien, c'était dans le sprite de Atomos. Mais là, ici, il faut aller voir plus loin parce que la réponse est que c'est dans tous les sprites qui ont un atome. Tous les sprites qui sont des atomes ont une section de code qui est répétée, qui permet que quand la touche espace est touchée, tous les atomes reviennent à leurs coordonnées graphiques d'origine, x, y. Donc ici, là, on est pleinement dans un défi de savoir lire et décoder le programme et les registres informatiques qu'ils ont devant eux, les élèves. Il faut aller comprendre que le programme fonctionne avec des données graphiques, premièrement, là on joue avec des graphiques qui est plus mathématiques, mais aussi, il faut aller comprendre, quand on explore un des sprites, on peut aller voir dans le sprite de H1, disons, ils ont tous des noms, et là, tu vas dans le sprite de H1 et c'est écrit un événement quand la touche espace est touchée, retourner à les coordonnées graphiques. Et là, l'élève, il faut qu'il soit capable d'aller découvrir, trouver, cibler cette section de code précise pour qu'il comprenne que de là vient le fait que tous les atomes reviennent à la place d'origine lorsque l'espace est touché. Donc, c'est pas dans un seul sprite, c'est une section de code qui est répétée pour chaque sprite d'atome. À la question 4, là, je demande aux élèves de me décrire dans tes mots à toi. Ils ont le programme devant leurs yeux et Scratch a cet avantage-là que tout est très visuel, donc c'est facile d'aller comprendre qui fait quoi. Parce que toutes les sections de code ont des noms qui sont associés à des couleurs.
Donc, les contrôles, les événements qui sont orange, les mouvements, les variables qui sont rouges, tout ça se retrouve dans le code. Tu vois visuellement, c'est rouge, donc ça devait être une variable, ça. Ou ça, c'est orange, donc ça, c'est un événement. Ils peuvent aller voir ça, donc commencer à discuter avec le langage. Oui, ils seront dans leurs mots, mais ils vont discuter avec le langage de code de Scratch. On développe beaucoup la pensée algorithmique avec cette question-là parce que le retrait ou l'ajout d'un seul atome dans la zone peut former une molécule complètement différente. Et c'est un petit peu aussi en lien direct avec les concepts à apprendre dans le modèle de Dalton ou dans le modèle d'une molécule que un seul atome différent d'une molécule à une autre peut changer complètement la composition ou les caractéristiques d'une molécule. Donc ça, c'est intéressant à plusieurs niveaux, hein, au niveau de programmation, mais aussi au niveau de c'est quoi les concepts qui sont ciblés pour ce projet-là. Un défi qui pourrait être rencontré, c'est que certains élèves pourraient tout simplement pas trouver où ça se trouve dans le code, la détection de tout ça. Donc ici, ce serait un exemple d'intervention en tant qu'enseignant. Si je me déplace dans la classe et je vois qu'il y a un groupe qui est buggé, donc je vais aller voir et il m'explique qu'on ne sait pas, on n'a aucune idée, on ne comprend pas la question 4, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut comprendre quoi. Et là, comme par exemple, je pourrais dire, est-ce que vous avez trouvé une section de code qui détermine, qui a vraiment l'air d'indiquer des conditions pour détecter les atomes, je sais pas, peut-être pas, non. Qu'est-ce que tu remarques quand tu crées une molécule? Puis là, je leur fais créer une molécule devant moi. Ah, tu viens de créer H2. Qu'est-ce qui se passe? À l'écran, tu vois quoi? Oui, il y a une bulle de texte et ça vient de Atomos. Et va donc voir la réponse que tu as mis à la question 2. À la question 2, tu as trouvé que Atomos, quand il parlait, le codage qui avait été fait pour ça était dans son sprite à lui. Donc, peut-être que maintenant, il faudrait aller voir dans le code d'Atomos. Là, au moins, on les situe à savoir où est-ce qu'elle est ma problématique dans le code, où est-ce qu'il faut que j'aille voir. C'est quoi la section de code qu'il faut que j'aille analyser là? Déjà là, c'est pour les élèves trop perdus, il faut les aider à cibler un petit peu, à aller dans l'entonnoir. De là, on s'en va dans le sprite d'Atomos pour comprendre le tout. Et là, ils vont aller essayer d'aller voir, ils vont trouver la grande section de code avec multiples opérateurs, des si et les conditions. Là. Donc ça, c'est comme la logistique que je vais aller leur faire comprendre aux élèves avec ça. Donc une fois que les questions du document sont majoritairement terminées, les élèves ont bien maîtrisé le concept. Là, je leur explique, je vous mets au défi, je leur présente le même programme, Atomos, mais une version que j'ai préparée pour les remixes. Donc, je leur présente une nouvelle version d'Atomos que, là, au lieu d'avoir 5 atomes dans le côté, il y en a un sixième, un atome de carbone que j'ai rajouté. Quoi faire avec cet atome de carbone-là? Eh bien, moi, j'ai ajouté cet atome-là pour créer du CO2 dans la zone. En ajoutant un atome de C et 2 atomes de O, je créerais du CO2. Là, les élèves comprennent ça parce qu'on a vu en classe depuis le début de l'année avec la respiration cellulaire. Mais comment j'ai fait pour le coder? Là, je leur montre les rouages de tout ça. On va à l'intérieur, on va aller voir comment j'ai codé pour premièrement juste créer un nouveau sprite, le C. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que j'aille insérer à l'intérieur du C? Mais là, je leur explique que c'est à votre tour de choisir un atome pour créer une nouvelle molécule. Donc, je demande aux élèves d'utiliser le code qui est déjà là, que j'ai déjà créé, mais de le modifier et d'aller jouer à l'intérieur pour avoir une nouvelle issue, une nouvelle solution. Ici, on se retrouve plus dans du codage de niveau L3, L4. Je dis même L4 parce que les élèves doivent être assez à l'aise avec le code pour être capables d'aller cibler les endroits qu'il faut modifier et ensuite créer des nouvelles séquences de code pour être capable de créer ces nouveaux atomes. Plein de possibilités différentes. Là, ça se complexifie, mais c'est un défi. Hein? Tout ça, c'est un défi. C'est comme à quel point tu es capable d'aller comprendre les rouages de tout ça. Donc, là, je ne l'ai pas peaufiné le programme. Il y a des petites erreurs qui se sont glissées parce que quand tu rajoutes le C et 2 O, on détecte O2 en même temps qu'on détecte CO2. Là, il y a un petit problème. D'où il vient ce problème et comment le résoudre? Là, c'est là où est-ce que certains qui sont plus débutants pourraient essayer d'aller se casser la tête pour comprendre comment ça se fait que comment je pourrais résoudre ce problème-là. Donc, c'est clair qu'ils vont inévitablement rencontrer des problèmes ou embûches. La question 6, c'est purement du raisonnement par l'analyse de l'erreur. Comprendre l'origine de l'erreur, puis pourquoi ça inhibe le fonctionnement du code, cette erreur-là, et comment la corriger. Pour ce qui est de la transposition didactique qu'il y a eu dans l'activité, à la section quand j'explique qu'un seul atome ajouté ou enlevé change complètement la molécule et ses propriétés, ça, c'est comme, ça c'est un concept de science concret, mais qu'on est en train d'associer et de traduire et de transposer à du code. Parce que aussi dans le code, quand tu rajoutes un H ou tu enlèves un H, ça change complètement la donnée, ça change complètement la solution de ce que Atomos nous dit au final.
Donc ici, on est en train de vraiment faire un parallèle de transposition didactique de la pensée, des concepts scientifiques à la pensée informatique, algorithmique, là, ici. Je trouve ça intéressant. Si on explore la taxonomie de la pensée computationnelle, pour la résolution de problèmes computationnels, je dirais que dans le jeu Atomos, j'ai créé ce qui s'appelle une solution modulaire pour la détection des atomes. Parce que la solution, elle a des conditions qu'il faut moduler tout ensemble, il faut combiner toutes les conditions, et l'atteinte de toutes ces conditions-là mène à la solution de détection d'une molécule, mais pas une autre. Et si je reviens à notre document, là, le document que je fais remplir à tous les élèves, l'objectif, c'est d'aller guider l'élève dans la pratique de sa pensée systémique. En général, es-tu capable d'aller voir comment le système de Atomos fonctionne en tant que tel? Donc voilà ce que j'ai préparé pour mes élèves, la petite activité. Et merci d'avoir écouté. Au revoir.